Cette semaine a été complètement folle, le genre de semaine dont on se rappellera dans 10 ans. Anthropic a créé un modèle qu'ils refusent de sortir, trop dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour qu'Apple, Google et Microsoft se retrouvent dans la même pièce en 48 heures ? Qu'est-ce que ça veut dire quand une IA découvre des failles que des milliers d'experts n'ont pas vues depuis 3 décennies ? Et pourquoi l'Europe n'est pas à table quand le reste du monde se prépare au pire ? Et puis c'est la semaine du grand basculement. Il y a 15 mois, Anthropic faisait 1 milliard de revenus. OpenAI en faisait 5. Cette semaine, tout a basculé. Anthropic dépasse OpenAI avec 30 milliards de revenus annualisés. Pendant ce temps, le New Yorker déterre des documents qui assassinent Sam Altman. La fin d'un règne, le début d'un autre. Et pendant que les 2 leaders se font la guerre, les autres continuent de build. Google ouvre les vannes avec Gemma 4 en open source. Meta revient d'entre les morts avec Muse Spark. Le marché se recompose sous nos yeux. Qui va gagner ? Qui va disparaître ? That is the question. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. L'émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, Fanny Bouton. Elle était en vacances, elle est revenue toute fraîche, pimpante, en pleine forme. C'est ça, Fanny ? Écoute, ouais, j'ai pris quelques jours, mais ça fait quand même un moment que je suis revenue, mais il y avait plus de place, il y a trop de chroniqueurs maintenant. Il y a trop de chroniqueurs, de sociétaires. Bienvenue des 3 sociétaires aujourd'hui. Carlito Lozano Hernandez qui revient, c'est le dernier, c'est la dernière recrue des sociétaires de Silicon Carnet. Il fait un carton, vous nous le redemandez. Il est à San Francisco, il travaille dans un lab d'IA. Carlito, on va parler tech aujourd'hui, donc on a besoin de tes lumières. Et puis Engie Ismail, qu'on ne présente plus. Il a son rond de serviette chez Silicon Carnet. Salut Engie. Toujours à Miami ? Salut. Toujours à Miami. Il fait très très moche en ce moment, pour changer. Voilà. Bon, l'Hacienda se réunit le 16 avril à Paris, donc je ne peux pas vous donner le lieu puisqu'il est confidentiel et qu'il faut être abonné à l'Hacienda pour y aller. Mais généralement, c'est très sympa et ils continuent la conversation in real life. Ils boivent aussi quelques cocktails, visiblement. Ça sera le 16 avril à Paris, donc abonnez-vous à Substack et comme ça, vous faites partie de l'Hacienda et vous pourrez assister aux événements. Substack, la newsletter, chaque épisode, c'est aussi l'objet d'une newsletter complète avec toutes les données, mes recherches. J'arrive pas à développer tout dans le pod, donc si vous voulez accéder à tout, abonnez-vous à Silicon Carnet sur Substack. Et puis on a réactivé le compte X aussi de Silicon Carnet, c'est un énorme carton. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, l'émission commence. Go yourself. On reparle de Claude Mythos, on en avait parlé il y a quelques jours, c'est le dernier modèle d'Anthropic et visiblement il est trop puissant, il est trop dangereux pour qu'on vous le mette entre les mains. Ce qu'ils ont trouvé en quelques semaines, ils ont fait des tests et ça a déclenché une véritable panique généralisée ici dans la Silicon Valley à tel point que Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Linux se sont réunis dans une sorte de coalition d'urgence baptisée Project Glasswing. Et leur mission, rien que ça, ça ressemble un peu à Space Cowboys, cette histoire, patcher l'infrastructure numérique mondiale avant que de nouvelles capacités cybercriminelles ne se retrouvent entre de mauvaises mains. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet, les amis ? Vous cédez à la panique qu'on lit un petit peu partout ou vous pensez que tout ça, c'est du fluff ? Engie ? Je suis un petit peu mitigé sur le sujet parce que je sais, et on va en parler, que ça peut être aussi des effets d'annonce. Mm-hmm. Mais néanmoins, rappelons-nous que il y a 3 ans, quand il y avait les premières vidéos générées par l'IA, on se foutait de la gueule de l'IA en disant jamais l'IA pourra générer des vidéos. Tu vois, je me rappelle de la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis et qui était tout comme ça, tu vois, était tout déformé. Et les gens qui travaillaient dans le domaine, ils te disaient non, ça va s'améliorer. Et donc la vidéo, bon, on se dit c'est pas grave, on va mettre au chômage les gens de Hollywood, tu vois. Donc ça faisait rigoler. Là, la cybersécurité, ça fait quand même plusieurs mois, même plusieurs années, qu'on se dit oui, l'IA va quand même améliorer très fortement les attaques. Améliorer les attaques, c'est pas super à dire. Donc je suis quand même méfiant de ce qui va sortir. Maintenant, c'est sûr que c'est un super coup de pub pour les modèles d'Anthropic. Donc à suivre, ouais.
Carlito, Mythos aurait mis le doigt sur des failles de sécurité. Enfin, ça, c'est sûr, hein, ça a été documenté, prouvé, qui sont vieilles de plus de 27 ans. Des bugs que des millions de tests automatisés n'avaient jamais encore détectés. Et eux, ils ont été capables de le détecter en quelques heures. Toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'on est véritablement face à une menace ? Non, parce qu'on explique. Si, effectivement, on est capable, en quelques heures, de mettre le doigt sur des bugs qui peuvent complètement arrêter la machine monde, parce que le monde fonctionne sur des systèmes informatiques partout, quoi. Donc là, il y a une véritable menace. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis, mais... Et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, je suis allé m'entretenir avec un white hacker d'Allemagne. C'était pas très compliqué, c'est un voisin. Okay. Et c'est marrant parce que parce qu'à SF, notre voisin, c'est des hackers, quoi, en fait, effectivement. Attention, le voisin d'Angie, c'est un agent immobilier. Ou non, c'est une OnlyFans. Elle est sur OnlyFans. C'est intéressant. C'était super intéressant parce que on a pas mal geeké dessus et on se disait un hacker finalement, c'est pas ce génie hollywoodien qui du coup va trouver une backdoor, etc. C'est vraiment un métier d'être discipliné, tu vois. Je sais pas comment on dit ce mot en français, je sais plus, probing, discipline probing. C'est vraiment faire en volume des tests de formulaires, des inputs, des paramètres, des séquences, des comportements de mémoire. T'envoies des entrées bizarres, des inputs mal formés. Tu regardes les crashs où les comportements sont anormaux. Tu remontes à l'hypothèse qui a pu casser le truc. Tu testes tout ça et tu le faisais à la main. Et là, maintenant, tu as la possibilité d'avoir cette rigueur, mais démultipliée, fois 100, fois 1000, etc. Et c'est là un peu le point, le step-in function, si tu veux. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant. Et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux, parce que créer sa boîte, c'est génial. Mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant, tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. T'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus. C'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit QONTO.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Pour l'anecdote, parce que c'est assez drôle, j'aimerais bien expliquer comment l'histoire a eu lieu parce que elle est digne d'un feuilleton, quoi, cette histoire. Ils étaient en train de bosser chez Anthropic à Mythos et ils étaient en phase de training, quoi, en fait, de Mythos. Et ils ont demandé à Mythos d'essayer de s'échapper de son environnement de test. Et le modèle a réussi à s'échapper de son environnement et à envoyer un email au chercheur du lab pour confirmer qu'il était sorti. Ça, déjà, c'est incroyable. Il dit « Coucou, salut, je suis dehors, quoi, en fait. » Et puis, sans autorisation aucune, le machin s'est mis à publier les détails de son exploit, en fait, sur des sites web online. Et la légende, d'ailleurs, c'est pas une légende, parce que j'ai retrouvé le tweet du chercheur en question qui s'étonne de ce truc-là, raconte que le mec était en train de bouffer son sandwich au parc, ici à San Francisco, quand il a reçu le mail en question, quoi, en fait. Et là, il s'est dit, putain, what the fuck? Il faut que je revienne au bureau parce que ce con est sorti et il est en train de publier les trucs online. Et donc, la fuite, NJ, là, ou Carlito, si vous voulez réagir, la fuite dont nous, on a parlé de Claude Mythos la semaine dernière, elle vient de là, quoi, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu cette fuite, quoi, en fait. Elle est réelle.
C'était pas un truc complètement programmé, NJ, quoi, en fait, visiblement. Ouais. Ou alors les mecs sont hyper bons. Il faut pas qu'ils soient à San Francisco, il faut qu'ils déménagent à Hollywood, parce que les mecs, c'est des scénaristes incroyables, hein, chez Anthropic. Hein. Il faut qu'ils fassent des films, hein, et pas simplement des modèles. Ouais, après, comme souvent dans ce genre de scénario, c'est la vulnérabilité se situe entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire que le chercheur, et je pense qu'il est 10 fois, 100 fois meilleur que moi sur les sujets de sécurité, a quand même créé une sandbox en essayant de défier sa machine. Et tu vois, est-ce qu'il l'a fait dans les cadres qu'il fallait? Et d'ailleurs, tu vois, je crois que les employés de Anthropic avaient accès à Mythos depuis fin février, ou je crois que c'est le 24 février la date, parce qu'il y a eu des tweets sur ça, justement, sur à partir de quel moment les employés avaient accès. Et donc, la première utilisation que tu te dirais chez Anthropic, on a le meilleur modèle pour trouver des failles, ça serait d'appliquer chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? Un mois après, tu as le code de Cloud Code, qui est leur produit phare quand même, qui leak en open source, alors que ils sont censés tester quand même le modèle qui trouve toutes les breaches de tout. Donc moi je pense que on est clairement en face de modèles qui sont exceptionnels. Il faut encore se dire que ces modèles vont être aussi utilisés par la défense, donc par toutes les entités qui font qu'aujourd'hui Internet ça marche quand même très très bien depuis 40 ans. Et surtout se dire que, en effet, quand tu vas sur le site web de Glasswing, que tu vois qu'ils ont eu le temps de faire des petites vidéos, et en plus ils font pas parler n'importe qui, ils font parler des ingénieurs en sécurité, des chercheurs en sécurité. C'est pas des gens qui sont super bons, tu les mets devant une caméra et ils déballent tout le sac. Donc il y a eu du training, il y a eu de la scénarisation, et aujourd'hui ce qu'ils font surtout Anthropic, c'est qu'ils récupèrent des parts de marché sur un secteur qu'ils n'avaient pas attaqué, qui est la cyber. Et voilà, donc je pense qu'il y a du vrai, mais il y a un peu du hollywoodien, enfin du Silicon Valley en fait. Hein. On se fait très bien ça. Justement, pour illustrer ce que tu dis, je vous propose d'écouter un extrait, parce qu'effectivement, ces ingénieurs là, ces gros nerds qui on dirait vraiment qu'ils ont eu du média training, parce que quand on les écoute parler, c'est super bien fait. Écoutez par exemple là un ingénieur de Anthropic qui parle de la menace. Il parle notamment du bug, et tu vas nous l'expliquer ensuite, Carlos, de ce bug OpenBSD. On l'écoute et on revient tout de suite. I found more bugs in the last couple of weeks than I found in the rest of my life combined. We've used the model to scan a bunch of open source code, and the thing that we went for first was operating systems, because this is the code that underlies the entire internet infrastructure. For OpenBSD, we found a bug that's been present for 27 years, where I can send a couple of pieces of data to any OpenBSD server and crash it. On Linux, we found a number of vulnerabilities where, as a user with no permissions, I can elevate myself to the administrator by just running some binary on my machine. La stratégie, et elle est commerciale, t'as raison, NJ, de le dire, de Anthropic, c'est bien évidemment de nous faire peur, de nous montrer le missile, un truc absolument, une bombe du style Hiroshima, hein, ça c'est clair, et puis tout de suite de dire « Ah non, mais on va pas le mettre au service de tout le monde parce que c'est trop dangereux, et d'ailleurs on va créer un consortium dans lequel on va mettre 40 partenaires, et pas des moindres, hein. On a Amazon avec AWS, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google bien évidemment, mais même des acteurs de l'open source comme la fondation Linux, etc., etc. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas un seul acteur européen dans la liste. Hein. Ah, mais ça, c'est un vrai sujet, ouais. Moi, j'ai envoyé un message à Clara Chapaz, hein, pour lui dire. En ce moment, elle est à San Francisco. Je lui ai dit, t'as vu ce qui est en train de se passer là? On n'est pas autour de la table. Donc, il faut que tu t'en occupes. T'es à San Francisco. Il faut qu'on ait quelqu'un dans ce bordel. Je sais pas qui c'est. Hein. Est-ce que c'est Thales, l'ANSI ou n'importe qui, quoi. Non, mais t'as tous les cloud providers et l'IA, tu dois avoir Mistral, OVH, tu dois avoir tout le monde. Ouais, exactement. Mistral, il faut qu'il soit autour de la table. Quoi. Quid les autres concurrents qui fournissent aussi des modèles de langage large? Non mais attends, expliquons, parce que ce consortium, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'en fait, Anthropic est en train de dire, bon, c'est tellement dangereux qu'on va filer le bébé
à ces gens-là pour qu'ils puissent mettre au point des solutions de défense avant, parce que si nous, on a mis la main là-dessus, il y a fort à parier que dans 6, 12, 18 mois ou 24 mois, d'autres arriveront exactement au même résultat. D'autres, c'est qui ? Des Chinois, des Iraniens. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Des quoi en fait, on sait pas, quoi. Et donc, il est en train de leur mettre le bébé pour qu'ils puissent mettre au point ces défenses, là, justement, comme on en parle, avant que ces attaques aient lieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est critique qu'il y ait des Européens dans la liste, parce que là, nous, l'outil Mythos, en Europe, personne l'a entre les mains, en tout cas, voilà. Après, il y a Google, Amazon, Apple, qui sont en fait les providers de tous nos services en Europe. Donc de tous, attends. De 90%, mais bien sûr OVH, j'ai toujours adoré OVH. Mais il n'y a pas que OVH en plus, t'as Scaleway, bien sûr. Il y en a d'autres. Oui, non, mais je veux dire, on est à poil. La majorité, on est à poil. allez. Oui, il y a personne. Non, il a raison. C'est clair qu'il y a personne, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue consommateur, en fait, là, les gouvernements, tu leur dis, est-ce que ma population va être hackée demain? Ah non, il y a Apple dans le truc, t'inquiète pas, ils vont être au courant. Après, il y a aussi la fondation Linux. Je crois qu'il y a aussi une autre fondation open source dans le truc, qui sont au courant de ce qui se passe. Donc, clairement, Anthropic donne accès déjà à ses clients, parce que tu vois la liste, c'est des gens avec qui Anthropic travaille, donc ça fait partie aussi de deal. Mais va bien entendu, comme tu disais, Carlos, va exclure les concurrents directs. Donc, aucun intérêt de donner ça à un OpenAI ou à un Mistral ou à qui tu veux, parce que ça reste un modèle. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la notion marketing. C'est une bêta d'un truc exceptionnel, sûrement, mais qui est une bêta qui est avant tout pour dire, écoutez, travaillez avec nous en premier, parce on sort les modèles les plus frontières, etc. Donc je pense que la question géopolitique, je la comprends, mais il faut pas non plus dire, c'est pas parce qu'on est dans cette petite liste d'entre-soi qu'en fait on est complètement à côté de la plaque. Non mais ça pose des questions en fait de souveraineté, cette histoire. C'est-à-dire qu'on entend parler beaucoup de souveraineté en ce moment, en disant il faut qu'on ait nos propres. Alors les gens disent oui, alors il faut plus que j'utilise cette application, il faut que j'utilise telle autre application, mais c'est pas au niveau des applications, la souveraineté, elle est aussi au niveau de l'infrastructure. Et cette infrastructure, elle est, comme tu dis, NJ à 90, voire même plus, américaine. Donc, face à des attaques comme celle-là, quelle est notre souveraineté ? Ouais, super, on utilise le nouveau truc de visioconférence à la con là qu'ils ont sorti. Super, ça nous fait une belle jambe. On utilise un truc français, mais la menace, elle est pas que là-dessus, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Et je rajouterais même pour moi sur la bêta, ce que je vais appeler la bêta là, de la private bêta, puisqu'ils ont sélectionné des gens à qui ils veulent le donner. Il y a 40. Évidemment aussi une notion économique. C'est-à-dire qu'on parle d'un modèle là. Mythos, c'est un modèle à 10 trilliards de paramètres. Enfin, comment on dit en français, on dit trilliards ou trillions. 1000 milliards. Ouais, 1000 milliards. Donc là, c'est 10 000 milliards. 10 000 milliards, ouais, c'est ça. Voilà, de paramètres. Donc c'est un des modèles les plus coûteux à run, les plus pompeux en compute, en ce que tu veux. Et je sais même pas si aujourd'hui, Anthropic le sort, est-ce qu'ils peuvent le servir. Il y a aussi un timing dans la sortie publique d'un modèle comme ça qui est tellement cher. Et c'est pour ça qu'OpenAI perd autant d'argent, parce que 5.4 coûte très cher à produire, à sortir. Et donc, tu vois, tu te dis, tiens, je vais faire plus. Ouais. Mythos, voilà, donc il y a le côté, c'est très cher, c'est très puissant, oui, cybersécurité, etc. Mais on va le faire en private beta pour nos meilleurs clients et on va packager ça dans une super annonce. C'est du super marketing. Et tout le monde va nous vouloir. Et tout le monde va vouloir. Ah ouais, moi aussi, je vais être dans la liste des 40, etc. Et donc, je pense qu'il y a un jeu économique très fort. Tu vas utiliser Mythos pour développer toutes les features que tu as sorti le mois dernier. Les 13 features dont on a parlé au dernier épisode pour que tu sois ISO fonctionnalité avec un OpenClaw. Parce que, effectivement, c'est très fort en offensive. Avec le corollaire aussi, c'est ce que tu disais, Angie. Ça va nous permettre aussi d'être mieux en défensive. Mais c'est aussi une brute de coding.
Ouais, mais il est fait pour. D'ailleurs, il était fait pour ça à la base. Mythos, c'était fait pour du coding. Il n'était pas fait pour de la cybersécurité. En plus, avec le contexte géopolitique actuel et tout ce qui se passe, et il y a une forte montée des budgets dans la défense. D'ailleurs, OVH Cloud aussi a annoncé aller sur ce secteur-là. Si tu veux, c'est tout le monde a intérêt à se positionner là-dessus parce que les budgets des États, parce que la conjoncture de guerre dans laquelle on est fait que il va y avoir beaucoup d'argent de ce côté-là. Ça a toujours amené beaucoup d'argent, les armes et la défense. Mais là, clairement, tout le monde... Il y a beaucoup d'argent sur la table, ouais. Il y a beaucoup d'argent sur la table, donc annoncer qu'on a une capacité à attaquer ou à défendre, c'est montrer que on est dans le game et voilà, donc c'est hyper smart. Moi, ça m'inquiète en effet parce que là c'est entre Américains et mais ça a aussi sa logique et voilà, il faut pas être bené pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Comment l'Europe va se fédérer à réagir à ça? Est-ce qu'on va déjà tu peux arrêter ta phrase là. Comment l'Europe va se fédérer? C'est terminé. Tu peux déjà là, c'est bon. Tu peux arrêter la phrase. Non, mais t'as bien contacté Clara pour essayer de faire quelque chose. Excuse-moi, mais c'est pour la France que je le fais. C'est pas pour l'Europe. Oui, mais la France toute seule, même si on a vraiment des gens brillants, etc. La France toute seule peut rien faire. Il y a un moment où faut quand même faire un peu des coalitions et s'aligner un petit peu. Je pense qu'il y a quand même des gens très brillants qui essayent de faire ça. C'est pas encore gagné, mais moi j'y crois encore. Il faut y aller. Donc voilà. Mais par contre là, temps de action-réaction à 48 heures. J'attends. Il y a Mythos, mais comme si ça suffisait pas, on apprend aussi que Google accélère son calendrier post-quantique. À 2029 parce que visiblement sur ce sujet-là aussi il y a urgence, c'est ça? Ouais. Alors ce qu'il y a d'intéressant là actuellement, et c'est là où la sécurité, on va plus rigoler du tout dessus. Il va plus falloir de failles, donc il va falloir utiliser l'IA pour se protéger ou la puissance du quantique dans le futur pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'actuellement t'as 3 types d'attaques. T'as les hackers, des newbies qui savaient pas hacker ou qui pouvaient pas apprendre comme maintenant le fait. Maintenant, tu peux apprendre à hacker avec ChatGPT ou en tout cas apprendre des concepts ou demander des lignes de code. Donc déjà, c'est l'attaque. Déjà, il y a eu une accélération des attaques grâce à ça, grâce à l'intelligence artificielle depuis 2 ans. Je pense qu'il y a aucune boîte qui peut pas dire qu'il y a une montée en puissance du nombre d'attaques et qu'on voit vraiment des gens débutants y arriver. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est une accélération, une multiplication des attaques, mais aussi des hackers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas hackers, qui deviennent hackers. Et des hackers moyens, voire très mauvais, qui arrivent quand même à faire des attaques parce qu'ils sont augmentés par l'IA. D'accord. Là, tout d'un coup, t'as un outil où de toute façon, t'as même plus besoin d'apprendre à hacker. C'est tu payes ton forfait et tu vas pouvoir, parce que c'est la promesse de Mythos, c'est savoir, tu pourras l'acheter et faire un audit, mais si tu le payes pour aller attaquer un concurrent, ça peut être aussi intéressant. Donc ça remet en cause les bug bounty, la préparation de sa protection, de tout ce qui se faisait avant. Et puis en effet, là, il y a l'annonce de Google et je sais pas si tu voudras qu'on rentre un peu plus en détail après, mais il n'y a pas eu que cette annonce-là d'ailleurs. Il y a eu 3 annonces, 3 papiers depuis début 2026 qui expliquent que avec de moins en moins de qubits, de particules quantiques qui servent à faire les processeurs quantiques, on va pouvoir casser certaines clés. Donc c'est là où je vais pas rentrer peut-être dans le détail tout de suite, mais t'as les clés RSA, t'as les clés EEC, les courbes elliptiques. Avant, on disait qu'il fallait 500 000 qubits physiques, voire plusieurs millions de qubits physiques pour arriver à faire tourner l'algo de Shor qui casserait les clés RSA. Et là, ce que Google donne cette semaine dans son papier, c'est de dire, avec 10 000 qubits physiques, on pourrait casser en tout cas des clés elliptiques. En particulier, ce qui touche au Bitcoin et aux crypto-monnaies, et même Ethereum serait attaquable. Et alors c'est tout ce qui est crypto blockchain. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que toute la sécurité est en train de vaciller. Et en effet, la roadmap se compresse. Et donc, dans le quantique, ce qui se passe, c'est qu'un des algos qui étaient très, très lourds à faire tourner, on se disait,
on a au moins jusque 2035, 2040 avant que ça arrive, on se rend compte qu'il y a, avec des optimisations, avec des nouvelles façons de les faire tourner, on y arrive avec moins de puissance de calcul. Et donc, si tu rajoutes par-dessus la puissance, t'as la logique de l'IA qui te permet d'accélérer, d'améliorer tes algos et de les faire tourner sur moins de puissance, et de l'autre côté la puissance qui continue à arriver. Et donc là Google estime, en tout cas pour cette blockchain crypto, que 2032 devient plus la fenêtre de tir et de risque du fameux QD où on cassera ses clés de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire casser ses clés, Fanny, pour le lambda pourquoi c'est si grave de casser ses clés, si on devait expliquer la menace, parce que au-delà de l'aspect algorithmique dans nos vies de tous les jours, ça voudrait dire quoi ? Alors, si on fait tourner l'algo de Shor, on casse les clés RSA publiques. Donc, si on fait tourner, on décrypte Internet, on peut tout faire. C'est toute la sécurité en fait qui tombe. Hein. C'est comme si tu avais toutes les portes qui sont fermées où normalement tu as une encryption pour rentrer. Là, t'as le trousseau de clés et tu ouvres toutes les portes. Donc, tu rentres chez toi, tu pilles tout ce qu'il y a. Donc, les banques, des choses comme ça, qui sont protégées. Quasiment tout ce qui a pas de crypto post-quantique ou de clés asymétriques est plus protégé. Donc c'est Internet, c'est le Bitcoin, c'est les banques, voilà. Donc on casse les nombres premiers et ça c'est un vrai problème parce que toute notre sécurité, la majorité des sécurités actuelles sont basées là-dessus et jusqu'à présent on était tranquille. Il y a le NIST aux États-Unis, l'ANSSI en France qui ont commencé à donner des recommandations. Il y a des normalisations qui sont données. On est en train de dire il faut prendre telle clé de sécurité pour passer en crypto post-quantique. Post-quantique, ça veut dire une cryptographie qui résiste au calcul quantique, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est avec de l'algorithme classique, t'as pas besoin d'ordinateur quantique pour te protéger, mais on sait déjà, en changeant les algorithmes et les clés de sécurité, se protéger et résister aux attaques quantiques et à l'algo de Shor et de Grover qui mettraient à risque ces encryptions. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire, Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les deux continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Il y a 15 mois, Anthropic affichait 1 milliard de revenus annualisés. OpenAI en avait déjà 5. Il y avait un écart de 1 à 5. Et puis cette semaine, je montre le graphique, Anthropic est passé devant 30 milliards contre 25. Je te voyais tiquer des NJ, t'es pas d'accord sur les chiffres, c'est ça? Ça dépend en fait. Il y a des rumeurs, pas des rumeurs, mais en gros il y a des analystes qui vont dire que la façon de reporter les chiffres de Anthropic et de OpenAI n'est pas tout à fait la même. Ah ça y est, les techniques. Notamment. Ah bah oui, mais il faut quand même remettre les choses. C'est comme quand t'as des applications, les gars ils sortent une appli sur Twitter, ils disent je fais 3 millions d'ARR, alors qu'en fait ils ont fait $1,000 en 3 heures. Tu vois, et donc ils vont mettre ça, ils vont annualiser le revenu. Donc je pense qu'il faut se méfier quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a la projection, donc il y a l'annualisé, et il y a aussi le contenu du revenu. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la façon dont OpenAI va sortir ses chiffres est un peu plus net. Net des coûts de serveurs, notamment, enfin des coûts de cloud et de compute, alors qu'Anthropic est plus brut sur son revenu. Donc il faut voir, tu vois, il faut voir la composition. Mais bon, ça n'empêche que c'est un rattrapage assez exceptionnel. Mais t'es d'accord, Carlito, que moi, en me trimballant ici à San Francisco, il y a encore quelques mois, tout le monde ne parlait que de ChatGPT, quoi, en fait, et OpenAI, c'était vraiment le poster child, quoi, en fait. Et là, maintenant, on sent que
les mentalités ont clairement changé, quoi. C'est surtout avec Claude Code, quoi, en fait, qui est devenu l'outil par défaut des développeurs ici dans la Silicon Valley. Tu l'as vécu ce changement là brutal dans la Silicon Valley? Claude Code et les modèles d'Anthropic sont deux choses différentes. Claude Code, c'est le framework qui permet aux développeurs, c'est l'espace de travail pour réaliser leur boulot de développement, qui du coup appelle des modèles derrière les coulisses et qui du coup a embarqué des actions spécifiques en l'occurrence pour le développement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça gère le routage. Donc, je vais appeler derrière les coulisses quel type de modèle, et ça veut aussi dire que tu peux dépluguer les modèles derrière et plugger ce que tu veux. Et en mettre d'autres à la place. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que Clément Delangue de Hugging Face a fait un papier là-dessus, quoi, en fait, pour dire que et les gars, si vous avez un problème avec Claude, notamment qui a unplugué OpenClaw, on en a parlé dans le dernier Silicon Carnet, bah il y a des alternatives, notamment en open source, et c'est pour ça que tu parlais de Gemma 4 aussi, puisqu'on va voir que Google aussi propose des alternatives à ça. Mais tu parles, il y a quand même le modèle, et là je monte le benchmark. Alors est-ce qu'il il est assez impressionnant, justement. Mythos, alors tu nous l'as dit, NG, on n'est pas près de l'avoir entre les mains parce qu'il consomme beaucoup trop d'énergie. Et putain, Mythos, regardez le benchmark, quoi. En fait, enfin, tout le monde est en PLS, hein, quoi. Ici, quand tu vois les chiffres, quoi, en fait, tout le monde se dit, non, mais attendez, on vient d'inventer l'arme nucléaire, quoi, en fait, quoi. Donc là encore. Et l'argent dans la Silicon Valley, il suit les devs, hein. C'est pas l'inverse, hein. On n'est pas en France ici, hein. C'est pas les devs qui suivent l'argent, hein. C'est l'argent qui suit les devs, hein. Donc, et on a vu ça dans les récents mois aussi. C'est ça qui explique aussi ce retournement de situation vers Anthropic, c'est que Sequoia a doublé sa mise sur Anthropic en mars. Amazon a réinjecté 4 milliards supplémentaires. Et ça, c'est pas de la spéculation, c'est une reconnaissance du marché qui a basculé. Et pourquoi est-ce que les investisseurs redouble down, quoi, en fait, sur Anthropic? C'est parce que les devs sont passés sur Claude, quoi, en fait, et sont passés sur Anthropic, quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer, non, Angie? Enfin, non, je suis d'accord. En fait, je pense que Claude Opus, le 4.6, avait déjà fait que tous les développeurs avaient adopté Claude Code beaucoup plus. Ça s'est passé en décembre. Là, il y a eu un vrai, notamment Cursor, qui a fait une chute assez forte de revenus à ce moment-là. Néanmoins, Cursor revient bien parce que justement, ils ont été capables, en utilisant... Alors, en plus, il y a tout un petit scandale où ils n'ont pas vraiment disclaimé qu'ils utilisaient un modèle open source et tout pour entraîner leur propre modèle. Enfin, ils ont utilisé tout un tas de trucs, ils n'ont pas bien disclaim. Mais là, il y a quand même un retour assez fort des développeurs vers Cursor sur le modèle qui s'appelle Composer 2. Cursor qui est un concurrent de Claude Code. Hein, de Claude Code, voilà, pour développer. Donc, c'est sûr que les revenus, donc là, pour revenir aux revenus de Anthropic, vont suivre les vagues d'adoption. Et donc, chaque fois qu'ils vont ouvrir un nouveau marché et qu'ils vont convaincre une population, donc là, on a beaucoup parlé des développeurs ces derniers temps. Là, on parle en ce moment, par exemple, des ingénieurs en sécurité. Si on se dit que Mythos va être un produit avec, par exemple, un gros premium à l'achat. Donc, on peut pas imaginer qu'un truc comme Mythos, par exemple, il va sortir à $20 par mois pour le commun des mortels. Parce que, c'est trop cher, on l'a dit. Parce que 2, c'est peut-être aussi trop dangereux. Donc, il y a beaucoup de choses qui disent qu'ils sont sûrement trop dangereux pour le mettre pour tout le monde. Et 3, c'est un modèle qui est tellement bon, a priori, sur le benchmark, que maintenant, la valeur de ce modèle, tout le monde va être prêt à le payer beaucoup plus cher. Donc, il y a dans leur composition de revenus, ils sont en train de s'ajouter. Ils sont passés donc de un Claude Code qui était sympa. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 24 mois, on disait tous Claude Code, enfin pas Claude Code, pardon, mais Claude est très bien pour écrire parce qu'en fait il écrit mieux, il a plus de finesse. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'était des trucs comme ça. C'est un littéraire, quoi, en fait. Ouais, on présentait un peu comme le littéraire de la bande, quoi. Il est sympa, il est nul en calcul, mais il est bon pour faire des textes. Ça sert à rien, mais c'est de la poésie. Un peu, des LinkedIn. Tu vois, moi je me rappelle, on disait pour LinkedIn, tu utilises quoi? Ah ouais, Claude, c'est mieux que machin et tout. Et donc là, en fait, ils ont énormément bossé et puis ils ont fait en sorte que Claude Code développe les propres features, donc ils envoient énormément de choses et donc c'est sûr qu'ils arrivent à agréger autour d'eux plein de fonctionnalités. Donc il y a Claude Cowork aussi qui est un truc qui, une fois que tu le mets en place dans ta boîte, moi j'utilise tout le temps.
t'as plus du tout envie de sortir de ça. Donc ça, tu vas payer. Donc ouais, dans le rattrapage de revenus, il est assez fou et ils arrivent à avoir une vraie stratégie d'entreprise, tu vois, de déploiement d'entreprise, plus que juste un labo de recherche. Et ça, c'est assez fort. Et c'est pas que dans la Silicon Valley, hein, parce que là, moi, je vois les startups que je côtoie en France, même nous, les devs dans la boîte et tout. C'est vrai qu'il y a encore peut-être même quelques semaines pour certains, c'était encore très réfractaire. Et puis là, alors c'est aussi l'effet OpenClaw et autres, mais il y a eu un intérêt, et, tu vois les gens se mettre au vibe coding et d'autres à continuer à utiliser Claude, à découvrir et tout. Et là, moi, je vois des jeunes devs qui sortaient d'école, qui commençaient à coder en junior, puis se rendent compte que pour aller plus vite et apprendre plus vite et comprendre ce qui se passe dans le code et aller plus loin, bah, ils utilisent Claude de plus en plus. Ouais, mais en France, il y a aussi une dimension idéologique, hein, Fanny. Hein. Il y a eu l'épisode avec le Pentagone et je pense que ça, en France, les gens se sont dit « Ouh là là, il faut qu'on se mette du côté... » Parce que idéologiquement, on a quand même un OpenAI qui est quand même maqué avec Trump. Les développeurs, je pense, s'en foutent complètement. Les devs, c'est qu'est-ce qui dev le mieux. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, c'était quand tu leur parlais de Claude, machin, c'était non, cursor. Et puis là, là, ils ont fait des tests, puis ils disent « Ah ouais, non, là, je reviendrai pas en arrière, quoi. » Ils le disent. Bon, alors ils vont passer sur Codex, parce qu'il paraît que Codex marche très très bien. Codex, aussi, c'est très bien. Mais oui, mais voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va très vite, tout le monde essaye de suivre, et en effet, tout le monde transpire dans les services de dev pour savoir s'ils vont être remplacés, s'ils vont pouvoir rester. Il y a plein de questions qui se posent, mais en tout cas, ils commencent tous à s'y mettre. D'ailleurs, j'attends Devox avec impatience pour voir qu'est-ce qui va se raconter avec 5000 devs pour voir ce qu'ils vont se dire. Mais je pense qu'en un an, il y a un grand écart qui s'est fait d'utilisation et d'usage. Mais il y a un truc aussi par rapport aux revenus, ou en tout cas la guerre entre OpenAI et Anthropic sur notamment les fonctionnalités. Et comment Anthropic est réussi en 6 mois à sortir tout un tas de fonctionnalités qui ancrent l'usage du modèle, parce que on l'avait dit déjà dans plusieurs épisodes, le modèle c'est une commodité. Donc notamment, tu disais Carlos tout à l'heure, tu vas remplacer l'endpoint que tu utilises, ou alors tu vas mettre un modèle en local sur ta machine. Qui va être spécialisé pour quelque chose, ou tu vas changer, tu vas dire ah bah tiens j'utilise OpenAI, ah non j'utilise Anthropic, ah non j'utilise Mistral pour les plus courageux, et etc. Tu vois. Donc tu peux changer de modèle comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des fonctionnalités. Mistral, ils sont en train de bosser à un outil de coding, visiblement. J'ai rencontré mais de toute façon, en plus, et c'est pas con ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris que ça se passait aussi par cette porte-là. Elle était vachement importante. Et puis leur dernier modèle, j'ai pas testé personnellement, mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était très très bien ce qu'ils avaient sorti dernièrement. Donc il faut les féliciter. Mais non, tu vois, je les félicite maintenant parce que. Oui, parce Ouais. que maintenant, je suis actionnaire de Mistral. Et eux aussi ont signé un gros contrat dans la défense. J'ai le disclaimer parce qu'ils ont racheté Coyeb et que du coup, j'étais dans Coyeb, donc je me retrouve maintenant actionnaire de Mistral. Très bien. Donc je suis obligé de dire du bien de Mistral maintenant, en fait. Il faut défendre la techno française. Non, mais tu vois, construire ces applications au-dessus ou ces fonctionnalités au-dessus qui vont ancrer le modèle et qui vont faire qu'il reste, pour pas que si ton modèle il est interchangeable, parce que là, tu vois, on dit Codex, Claude Code, etc. Mais en fait, plus tu rajoutes des fonctionnalités qui t'ancrent dans ton usage, moins les gens ont envie de te sortir. Et donc, c'est là où les revenus deviennent vraiment récurrents. Parce que si tu as des pics d'utilisation, typiquement, ça serait super intéressant de voir dans les 10 milliards qui ont été ajoutés là, je sais pas, en 6 mois, combien sont des gens qui ont maximisé leur usage de token avec OpenClaw, tu vois. Enfin, c'est les gens, les développeurs, les labos et tout ça. Parce que c'était un peu open bar, quoi. C'est ça ce que tu veux dire. Donc, c'était la folie. Ça c'est vraiment un super bon point, quoi. Reste encore à voir lorsqu'on va faire tourner ces systèmes agentiques 24/7, qui va, tu connectes un Mythos en 24/7 et ton budget c'est fini en 24 heures. C'est des centaines de milliers de dollars par jour. Hein, là, il faut faire OnlyFans toute la journée. Ce qui va être important, c'est quand tu réfléchis à ces cas d'usage, est-ce que tu es obligé de... Je donne un exemple. Est-ce que vous avez ce stress? Attends, Carlito, je te coupe. Parce que moi, ça y est maintenant, je l'ai ce stress. C'est-à-dire que maintenant, parce que là, depuis Cowork, moi, là, je suis comme un taré, quoi, en fait. Cowork, il me fait un boulot de malade, quoi, en fait.
Mais Cowork, là, je lui ai donné un truc absolument génial. C'est tous les mecs, tous les trolls qui viennent pour faire des commentaires sur YouTube. Je lui ai donné une fonction, je vous le dis, d'ailleurs, si vous écoutez, s'il y a quelques trolls qui nous écoutent là, je lui ai donné une fonction, je lui ai dit troll the troll. For sure. Donc en gros, tu les rends fous. Tu les rends fous, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est qu'ils répondent, quoi, en fait, qu'ils deviennent tarés, quoi, en fait, et il le fait super bien, quoi. C'est-à-dire qu'il va dans les commentaires, il récupère, et il identifie les trolls, il leur balance des trucs, des trucs de malade, les mecs tombent complètement dans le panneau, ils sont là, et ça fait des commentaires. C'est très bon pour l'engagement sur YouTube, ça. Il est entraîné avec Reddit et 4chan, donc forcément. Exactement. Non mais et je pense que t'avais pas rajouté à ton système prompt et surtout tu défonces les connards. Il y avait ça, non, comme instruction aussi. Oui, non mais c'est dedans. Allez-y, vous pouvez y aller. Qu'en fait, on est blindé là-dessus. Mais moi, j'ai cette angoisse où tous les matins, je vérifie mon pourcentage d'usage. D'Anthropic, c'est mon angoisse le matin en me levant. Tu vois, je me dis mais putain, je suis à combien quoi depuis hier. Putain, est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin du mois? Je suis en Pro Max, je paye 200 balles par mois, mais je serre les fesses. Vraiment. Et donc je pense qu'il y a un paquet de monde. Moi, c'est ridicule 200 balles par mois. Mais il y a des gens et des boîtes qui doivent serrer les fesses, mais qui doivent se dire mais ça va. C'est vrai que ça peut coûter une blinde cette histoire, Carlito. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Tu parlais, Angie, de les modèles se commoditisent. C'est intéressant de regarder la fuite de Claude Code. Et ce qui s'est passé avec ce développeur coréen, là, Sigrid Jin, qui a recomposé en fait tout le code de Claude. Il y a eu une fuite, le code de Claude a fuité. Alors, volontairement, involontairement, j'en sais plus. Mais en fait, moi, au début, je me dis, non, mais là, c'était pas volontaire. Et puis, je sais même plus quoi penser, quoi. Maintenant, je me dis, non, mais en fait, c'est volontaire parce que si je t'écoute, Angie, si le code est commoditisé. Ouais, mais si le code est commoditisé, en fait, à la limite, les premiers à savoir qu'on n'en a plus rien à foutre, et comme le disait Carlito, ils ont Mythos entre les mains, c'est-à-dire qu'ils peuvent recomposer n'importe quoi quand ils veulent. Bah, c'est Anthropic. Donc, à la limite, ils ont intérêt à faire fuiter le code. Qu'est-ce qui s'est passé? Le code fuite. Bien évidemment, il a été cloné immédiatement. Il a été mis à disposition de tout un tas de monde. Tu peux pas récupérer les lignes de code parce qu'elles sont protégées par un copyright. Ça, c'est légalement pas autorisé. Sauf que ce que tu peux faire, c'est de faire du clean room. C'est-à-dire, en gros, tu dis à un modèle, je ne veux pas que tu reprennes les lignes de code. En fait, en gros, c'est comme un texte. Tu paraphrases, quoi. En fait, tu refais tout, tu redéveloppes toutes les fonctionnalités sans jamais utiliser une ligne de code originale. Et là, c'est légalement, t'as le droit de faire, je sais pas, moi, t'as envie de faire un Figma-like. Et voilà, tu reprends les specs et tu dis, redéveloppe-moi un Figma-like, exactement iso-fonctionnalité, sans une ligne de code. Sauf si t'as breveté certaines fonctionnalités, souviens-toi, c'était mais ça tient pas. Même avec, souviens-toi ce qui s'est passé avec Nokia dans les téléphones à l'origine, tu sais, où tu allais dans le menu en un clic, où le fameux slide, il y avait une baston entre Apple et Google, justement, sur les smartphones, sur le fameux slide pour ouvrir le téléphone. Ça, c'est des features qui se brevettent, et donc je pense que tu dois pouvoir quand même protéger certains types de fonctionnalités. Mais ça veut dire investir dans le brevet. Ouais, mais c'est chaud quand même. Parce que là, le Sigrid Jin en question, ce coréen, là, ce jeune coréen, c'est du génie ce qu'il a fait. Le mec, il a pas recodé, tu vois, toute la nuit, il y a pas passé comme ça, machin. Il a balancé ses agents IA. Il leur a dit, vas-y, refais-le. Et je veux que tu fasses tous les tests, etc. Il a été se coucher. 3 heures plus tard, ils avaient recréé Claude Code, quoi. En 3 heures, le mec, il se réveille le matin, il a Claude Code. Il a d'ailleurs, il est génie le mec, il a appelé ça Claude Code. Il l'a mis sur GitHub. Je monte la courbe de stars. Il a été, le mec est devenu une star du jour au lendemain. Elle est confondue avec la courbe des ordonnées. Tu vois même pas tu sais pas. Oui, tu vois même plus. Regardez la courbe. Je vous la montre si vous nous regardez sur YouTube. On fait même plus la différence entre les ordonnées et la courbe en question tellement c'est rapide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important qu'on s'arrête là-dessus. C'est que le changement de paradigme, il est colossal, là. C'est que le produit, c'est plus le code. Si on est capable de recréer du code comme ça à la volée, le produit n'est plus le code. Le produit, c'est plus, c'est pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Quel est tes agents? Comment tu as orchestré tes agents? Peter Steinberger, c'est aussi, un bon exemple également. Ça change tout, ça.
Ça change tout. J'ai plusieurs rebonds. Ça, c'est le cas. Carlito, c'est le roi du rebond. Hein. C'est le Dennis Rodman de Silicon Valley. En fait. Jimmy. Dennis hustling. Out to half center court. Out to half court. The crowd loves it. AMD, Intel. Vous vous souvenez? En fait, ex-architecte d'Intel arrive chez AMD et il a tout ici. Du coup, il fait les specs à l'ardoise. Et de là est né AMD. Et je suis d'accord avec vous deux, hein, Carlos et Fanny, parce que c'est quand même un peu nébuleux. C'est-à-dire que effectivement, Siegfried et Bellman sont partenaires. Ils ont fait les specs. Ils ont pas vraiment fait un copy-paste ils ont pas traduit de C à Python ou de Python à Rust. Ils ont fait les specs. Et c'est un terrain un peu nébuleux en Corée. Et à partir des specs, en fait, ils ont fait tu peux recréer le produit, tu peux recréer du code. Une approximation. Mais, ça marche, quoi. Ouais, mais ça marche. Et c'est open source et tu peux le brancher, quoi, en fait, à ton cloud code ou à n'importe quoi. Pour te dire un autre exemple très 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 simple, mais j'ai un collègue de boulot qui est pas dev mais qui bosse beaucoup avec les devs, et là en vibe coding, sa femme bosse dans la pâtisserie et elle utilise un logiciel pour optimiser tous les ingrédients et pouvoir avoir les bons produits le moins cher possible et faire ses pâtisseries et les revendre au meilleur prix. Et elle paye une licence de 100 € par mois. Bon, tu te dis c'est pas énorme, mais bon, pour un boulanger, 100 € par mois, ça peut peut-être être quelque chose. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en vibe codant, il pouvait lui reconstruire la même chose avec les mêmes features sans aucune connaissance de code. Et donc là, il y passe quelques soirées, mais il est pas loin d'aboutir au projet. Et je pense qu'il y en a plein qui vont comprendre ça, c'est que t'as un pote un petit peu geek ou autre qui peut faire, mais même plus un dev, et tu peux t'amuser le week-end en side project à refaire certains trucs qui te coûtent des licences justement où tous les mois tu payes, et là t'auras ton truc, et en plus qui sera plus personnalisé parce que tu vas pouvoir ajouter des features que la boîte souvent veut pas te rajouter parce que c'est juste un truc qui est spécifiquement pour toi ou pour ta boîte. Et je trouve ça intéressant, ça bouge très vite là. Boris Cernyi, qui est le créateur de Cloud Code, hein, il a réagi, hein, bien évidemment. Il a dit. Alors, d'ailleurs, il l'a dit de façon assez admirative. Hein. Il a dit 100% de mes contributions à Cloud Code ont été réécrites par Cloud Code. Donc voilà quoi. Et alors le génie absolu, c'est que Grok, les équipes de XAI ont envoyé je sais pas combien de millions de tokens gratuits au petit génie là coréen en lui disant viens chez nous, tiens viens faire ça chez nous quoi. En fait c'est parfait quoi, en fait. Donc c'est assez intéressant de regarder comment ça se passe effectivement. Angie, tu voulais rajouter un truc ou pas? Par rapport au code qui va à zéro, en fait, c'est les features, en fait, c'est les fonctionnalités, c'est tout un pan de l'économie qu'on a connue du logiciel, où c'était très difficile de créer un logiciel, la moindre feature. Là, moi, je repars sur un projet en ce moment, avec 2 super ingés, et ce qu'on a fait en une semaine, on le sait très bien, on l'aurait fait en 6-9 mois. C'est juste incroyable. Et donc, la barrière à l'entrée pour faire des boîtes ou pour maintenir des boîtes en vie, si tu as une entreprise aujourd'hui, c'est plus du tout faire des fonctionnalités. C'est avoir du goût, inventer des choses que tu n'as jamais vues ailleurs, genre des trucs qui te paraissent insensés. C'est bien sûr avoir de la distribution, le timing, la distribution. Ouais. Et la data, comment tu crées de la data qui est unique et que tu vas pouvoir ensuite éventuellement revendre ou utiliser pour faire plus de valeur. Mais clairement aujourd'hui, le niveau du vibe coding, d'ailleurs c'est marrant, moi j'adore ce truc là, c'est qu'il y a 18-24 mois, j'étais pas parmi les premiers, mais comme je suis pas un dev et que je suis mauvais dev, je me suis mis très vite à adopter ces outils-là, que ça soit Replit ou Bolt ou Lovable, et puis même, tu vois, au début de faire des petits prompts sur ChatGPT, il te donne un bout de code et tu essaies de le run et tout ça. Et il y a eu vraiment un truc où c'est passé de vibe coding, c'est pour les merdeux, tu vois, les product managers qui essayent d'être dev. Et il y a 6 mois, t'as tous les ingés qui ont dit c'est bon,
c'est bon. Enfin, pas 6 mois, je dirais même 5 mois parce que c'était au mois de décembre. Et donc là, tu as des mecs comme Gary Tan, tu vois, bon, qui est pas un développeur, un ingénieur, tu vois, des mecs président de Y Combinator, qui fait 50 000, 60 000 stars sur c'est sur GitHub. Et donc, c'est assez incroyable de voir qu'en effet, on est dans un monde post-coding, où genre le code n'est plus une valeur. Et donc, ça met une claque à beaucoup de monde, mais c'est génial, ça délivre la créativité. Et c'est pas simplement dans le coding, NJ. C'est vachement intéressant parce que moi, dans le monde des médias et en tant que créateur de contenu, c'est hilarant ce qui est en train de se passer maintenant parce que moi, j'ai relancé le compte X là. Bien évidemment que j'ai des agents qui, sur la base d'une liste bien précise, il est là le truc très particulier. C'est que j'ai une liste de curation de sources d'informations très précise que je maintiens à jour en permanence. Ce truc, le Cowork, va chercher dans cette base ces gens très précis que je vous donnerai pas la liste parce qu'elle est secrète, elle est à moi. Les informations les plus intéressantes, va les retravailler selon un modèle de pensée. Je montre là à l'écran quelques éléments, mais qui est même mon modèle de belief. Tu vois, Carlito, c'est qu'est-ce que pense Carlos, quoi, en fait? Quelle est sa pensée politique? Quelle est sa pensée sur certains sujets? Il va retravailler l'écriture de ces trucs-là, me proposer des tweets qui ensuite vont être programmés de façon régulière sur le X et qui va constituer ma base en fait de veille. Et je relis tous les trucs et je corrige parce que souvent il y a quand même un travail à la fin. Et t'as des gens qui gueulent et qui me disent ouais mais c'est un bot qui a écrit ça. Et tu sais, ces gens-là, c'est des développeurs. Je leur dis, ouais, c'est un bot qui l'a écrit comme ton code. En fait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que exactement, toi, tu écris ton code avec des bots et tu reproches à des mecs, à des créateurs de contenu d'écrire leurs tweets avec des bots. On est dans une sorte de schizophrénie. C'est vachement drôle. Tu fais une page marketing aujourd'hui, tout le monde va te dire, ah tiens, c'est du slop AI, alors que l'ingénieur qui valide une PR, donc du code avec 48 000 lignes qu'il a jamais regardé, là, non, c'est du code 100%. Bon, mais en effet, comme tu dis, c'est tout le monde peut le faire. Et maintenant, c'est le 1%, tu vois, c'est le last mile, comme on dit, de delivery, qui fait que ton tweet, c'est quand même Carlos. Et Brivael, qui vient dans l'émission de temps en temps, a fait un super truc. Et il fait des millions d'impressions sur son compte Twitter avec un mécanisme qui garde sa tonalité, qui garde sa personnalité, mais qui est automatisé. Et les puristes sont en PLS parce qu'ils disent, comme un artisan qui fait du pain, en disant, oui, mais... voilà, mais c'était pareil quand on a inventé les mails et ils disaient, ah, mais tu m'envoies plus des courriers, tu m'envoies des mails. C'est pareil, en fait. Voilà, on évolue et comme il faut faire avec. Les caméramans avec leurs grosses caméras qui disaient, non, un smartphone, on fera jamais d'image avec. Et je leur disais, si, ça fait de la 4K, venez voir. Et en plus, on peut se rapprocher des gens, ça fait moins peur. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que t'as une génération de devs, du coup, qui est en train de se rendre compte que ça leur facilite la vie, mais qu'il y a quand même encore un travail, des fois, de nettoyage, parce que on parle de consommation d'électricité, tu vois, et il y a un truc que ne fait pas encore bien, je pense, l'IA, mais ça viendra, hein. C'est de nettoyer et d'optimiser et mettre plein de features les unes à côté des autres et développer une feature, ça va, mais quand tu les mets toutes les unes derrière les autres, c'est là où les bugs arrivent. Et là, il y a encore un boulot pour les seniors et nos seniors commencent à être vieillissants, donc les juniors, ils ont pas fini de coder. Il faut qu'ils continuent à comprendre ce qui se passe derrière. Même s'il y a plus grand monde qui fait de l'assembleur, on a toujours eu besoin de gars quand même qui comprenaient ce qui se passe derrière. On l'a vu avec le COBOL, tu vois, il y a des moments où l'humain et la connaissance de ce qui est en train de tourner ne disparaît pas totalement. Et je pense que ça aussi c'est intéressant puisque il va y avoir des gens qui vont être capables de shifter, qui vont avoir la curiosité. Et puis, il y a ceux qui vont s'ancrer. Et moi, j'ai vu mon père se toller comme ça au moment de la micro-informatique. Lui, il faisait les fiches de paix de Pierre Cardin avec une salle qui était remplie d'ordinateurs. C'était énorme, hein. C'était des vinyles de 4 mégas pour la mémoire. Et la micro-informatique, il y croyait pas. Puis un jour, il s'est fait virer parce qu'on a mis un gars de 30 ans avec un petit PC à la place et le logiciel Ciel, hein, à la place de tout son service avec les digus qui bossaient pour lui. Et donc, je pense qu'on en est un peu au même jeu. C'est qu'est-ce qui se passe demain et est-ce que j'ai envie d'y être ou pas? Et ouais, ça demande un effort. Sortie de zone de confort.
Qu'est-ce qui se passe demain? C'est une bonne transition. Qu'est-ce qui se passe chez OpenAI aussi? Parce que on parle beaucoup là d'Anthropic et vous avez remarqué, et c'est tout le jeu d'Anthropic, qu'on parle d'Anthropic et que surtout on ne parle pas d'OpenAI, mais on parle quand même d'OpenAI, mais on parle pas d'OpenAI forcément comme OpenAI aimerait qu'on en parle. Il y a une publication qui vient de sortir dans le New Yorker. J'ai pas fini de la lire parce que c'est un fleuve, hein, ce truc. Hein, ça, j'en suis à peu près à la moitié. Mais il y a plus de 15 000 mots. Hein, il y a une centaine d'interviews. C'est un document qui enterre définitivement Sam Altman, qui a repris les mémos d'Ilya Sutskever, un des cofondateurs de OpenAI. 70 pages compilées fin 2023. Juste avant le fameux blip dont on avait parlé, NJ, qui est le moment où Sam Altman s'était fait virer d'OpenAI, on a retrouvé les mémos, ils sont là, et ils sont accablants pour Sam Altman, que ce soit Sutskever ou que ce soit Dario Amodei. On a aussi les mémos de Dario Amodei. Montre une image d'un Sam Altman qui visiblement est un grand manipulateur, hein, quoi. C'est ça ce qu'on découvre. Alors est-ce que c'est vrai? Mais les faisceaux commencent à converger de façon de plus en plus problématique, en tout cas pour OpenAI. Ça décrit une culture d'entreprise où grosso modo des pivots permanents, hein, on ne sait pas trop où ça va. Et surtout des promesses complètement impossibles à tenir. C'est-à-dire qu'en gros, on a un Sam Altman qui te dit quelque chose et qui, 3 mois plus tard, quand tu le lui rappelles, te dit « Attends, je t'avais dit ça ?» Ben non, je crois pas. On a du mal à se comprendre. Et donc, du coup, ce qui expliquerait aussi les départs à répétition. On a d'ailleurs vu Fitvissimo là, qui s'en va pour des raisons de santé. C'est la version officielle. Est-ce que c'est la bonne version? On n'en sait rien. J'avais envie d'avoir votre réaction là-dessus. Rien ne va plus chez OpenAI? Moi, déjà, je pense que le New Yorker, c'est un média qui va être complètement critiqué quand il sort une pièce. Bah oui, mais genre, si c'était la même pièce sur Elon Musk, t'aurais Elon Musk qui serait sur Twitter en mode « Oui, les médias, ils sont méchants, etc. » Là, le fait que ça soit sur Sam Altman, je trouve qu'on reprend beaucoup plus le contenu du New Yorker, alors qu'en fait, c'est toujours des morceaux à charge contre les entrepreneurs. Moi personnellement, Sam Altman, il me rappelle tous les autres en fait. Steve Jobs, on a dit la même chose. Musk, on dit la même chose. Tu vois, tant qu'ils sont en mode war, en fait, tu peux pas comparer un Sam Altman avec un Zuckerberg ou avec un Larry Page parce que c'est plus des CEO en guerre. Sam Altman, il est en guerre contre Dario, contre Musk. Il a une personnalité différente et c'est sûrement un manipulateur, mais comme tous les autres. Et en fait, pour se faire une place dans ce monde-là, ils sont obligés d'être comme ça. Après que t'aies des journalistes qui reportent sur les bruits de couloir et bien sûr qui donnent la parole à son ennemi numéro 1 qui est Dario Amodei. Pour moi, ça vaut rien parce que en fait, cet ennemi, il se l'est créé lui-même. Hein, il l'avait dans son équipe, il a pas su le garder. Qu'en fait, c'est lui qui l'a foutu dehors. Mais attends, ça mais ça lui arrange bien Dario Amodei de dire ça maintenant, alors qu'il a la deuxième le deuxième modèle le plus utilisé, ou enfin même peut-être le premier, et qu'il a fait une boîte à 350 milliards de valo. Moi je pense qu'il y a encore, et d'ailleurs je dis toujours, je l'avais déjà dit dans l'émission, c'est très bien d'être un peu numéro 2. Parce que tu vois, quand Anthropic était numéro 2, OpenAI a pris toutes les balles, Anthropic repasse devant, maintenant Anthropic est devant, ils vont prendre toutes les balles, et ça continue. Et pour nous, c'est bien parce que les modèles s'améliorent, les outils s'améliorent. En plus, c'est comme en vélo, il était face au vent, quoi, en fait, quand t'es numéro 1. Voilà, c'est ça. Regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça, tu fais, ah putain, c'est bien, Kevin. C'est ça, la tape qu'il lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Et t'es le lièvre, quoi. Et en plus, il nous donne des tokens. Tu vois, quand t'es une start-up, c'est la course au modèle qui te donne le plus de tokens pour construire ta boîte. Donc, vas-y, toi, tu viens de recevoir des tokens d'OpenAI. C'est pour ça que tu dis du bien, quoi, en fait. C'est ça. Bah oui, c'est très bien. C'est complètement correctible. Continuez la guerre. Bon, qui d'autre a reçu des tokens d'OpenAI ici? Pas moi. Moi, j'ai rien reçu. Moi, je peux Carlito, pas. t'as reçu quelque chose? Moi non plus. Et en plus, j'ai 2 théories sur le sujet précédent du leak Cloud Code, si j'étais volontaire. Ah non, Carlito, on revient pas. Non, désolé, trop tard. Le bus est passé, quoi. Non, Carlito, on est passé à autre chose, en fait, quoi.
Non, mais je vous trouve, parce que c'est vrai, je suis dur avec Sam Altman parce que il y a un argument qu'on m'a fait en fait, c'est et c'est quand même grâce à ce bonhomme-là qu'aujourd'hui on est en train d'utiliser ces outils ChatGPT, etc. Il y aurait pas d'Anthropic s'il y avait pas d'OpenAI non plus. Ça c'est vrai qu'en fait. Donc tout le monde s'extasie devant Dario Amodei, mais Dario il n'existerait pas sans Sam Altman. Donc c'est vrai que peut-être qu'on est un peu dur, mais effectivement le problème c'est le profil psychologique du bonhomme quoi. En fait c'est ça qui c'est là-dessus que New Yorker insiste un petit peu quoi. On n'est pas certain d'être face à quelqu'un de bien, mais en même temps t'as raison, je suis d'accord Angie. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Oui, et puis est-ce qu'il y en a un qui est bien? C'est ça le truc. C'est qui c'est les talons, tu vois? Qui c'est le mec qu'on met sur un piédestal ou la femme qu'on met? Ça se trouve voilà, il faudrait que des femmes à la tête de ces boîtes-là. On n'entend plus parler de Mira Murati, d'ailleurs. Elle a levé, je sais pas combien de milliards, elle a toujours pas sorti un modèle. Elle n'existerait pas sans Sam Altman. Ouais. Elle n'existerait pas. Est-ce que Steve Jobs aurait existé et sorti autant s'il n'y avait pas la concurrence d'un Bill Gates en face, tu vois? Je pense que tu vois, t'as besoin de ça et forcément, tu te fais chasser et tu deviens méchant. T'es obligé d'être un peu méchant dans ce monde-là. Et puis, tu vois, t'as un Elon Musk qui te tire à balles réelles. Le mec, il vaut 800 milliards. Il contrôle tout et il est là, il te fait des procès, etc. Je pense que voilà, clairement c'est quelqu'un. Quand il était, moi les gens que je connais pas personnellement, mais tous les gens qui ont eu affaire à Sam Altman quand il était président de Y Combinator, où il faisait les office hours avec les trucs, il disait c'est quelqu'un que tu pensais pas qu'il allait être à ce niveau-là, mais ça avait pas l'air un déséquilibré mental, tu vois, un mec intelligent. Bosseur, etc. Donc, en fait, c'est sûr que maintenant, qu'il vaut tellement d'argent et qu'il a peut-être le destin de l'humanité dans ses mains, parce qu'en effet, les modèles, on ne sait pas comment ils vont évoluer. C'est facile de faire un portrait robot du mec complètement délusionnel, tu vois. Mais c'est pas faux, hein. Mais peut-être qu'il nous manque ça en France, tu vois. Peut-être que si on avait un Sam Altman en France, on aurait un meilleur OpenAI, équivalent européen, tu vois. Bon, pendant qu'OpenAI vacille et qu'Anthropic visiblement s'envole, d'autres joueurs essayent de reconstruire un petit peu leur fondation. On va parler de Google et de Gemma 4. C'est super intéressant. C'est des modèles open source super puissants qui, là, ont été dévoilés cette semaine. Et puis aussi, on va parler de MuseSpark, puisque Meta, c'était grands copains NG, ont sorti quelque chose, quoi, en fait. Donc, tu es assez admiratif aussi de ce truc-là, qu'en fait, tu m'as dit, c'est pas mal, qu'en fait. Dans le groupe là qu'on a entre nous, Oui, non, j'ai dit, c'est bien qu'ils aient sorti enfin ce truc, quoi, surtout. Ouais, voilà. Ben, on en parle tout de suite, quoi, en fait. Alors, Google vient de sortir Gemma 4, modèle open source, assez impressionnant. Même architecture que Gemini 3, 300 tokens par seconde. Ça tourne sur un Mac Studio. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, sur ce point-là, je voulais en parler avec vous parce que j'ai regardé la vidéo de Gemma 4. Vous l'avez regardée, je vous l'avais mis dans les notes de l'émission. Elle est assez intéressante et c'est un petit Frenchie d'ailleurs, hein, qui Olivier Lacombe, tu le connais, toi, Angie? Non. Ouais, moi, ça m'étonne pas. Plein de Français derrière les labs à la Silicon Valley, donc ça m'étonne pas. Et justement, il fait un clin d'œil à la France. Je vous propose qu'on l'écoute. Olivier Lacombe, il fait un petit clin d'œil à la France dans la démo de Gemma 4. C'est assez marrant, en fait, on l'écoute. Hi, my name is Olivier, and I'm a group product manager on the Gemma team. With combined audio and vision support for real-time processing, they can see and hear the word. All of this while natively supporting over 140 languages. Now, let's test our effective to be on multilingual and agentic tasks. Hey Gemma, est-ce que tu peux trouver un restaurant français à San Francisco? Please reply to me in English. Amazing, we have a winner. Chez OVH, c'est intéressant ça, parce que quand on parle beaucoup de souveraineté numérique, bah là, peut-être que c'est Google qui nous offre la souveraineté numérique, parce que c'est une option qui n'existait pas à ce niveau de performance. Hein. On peut construire maintenant sur la base de ces modèles qui sont complètement open source. Hein. D'ailleurs, Clément, je le disais, a fait un papier là-dessus. Hein. Il dit que c'est un milestone énorme pour l'écosystème.
Et je monte ce papier. Je sais que Clément, tu le connais un petit peu. Il t'en a parlé, NJ? Ouais, en fait, le Gemma 4, il est quand même beaucoup plus open source que les autres, de ce que je comprends. Et après, moi, je suis pas assez dans l'écosystème, mais du coup, c'est ça qui fait que la communauté est quand même très bullish sur Gemma 4. Et sachant que déjà, le modèle Gemma 3, nous, on l'utilisait, en plus, on le hostait et tout ça. Donc, c'est quand même des modèles. Là, on parle, on dit, ouais, tu peux le mettre sur un Mac mini ou sur un MacBook chez toi. C'est intéressant de faire ça, mais en vrai, il faut penser aux applications entreprises où tu vas le hoster dans le cloud et tu vas pouvoir t'en servir dans ton entreprise et éventuellement entraîner, sur un serveur, tu vas pouvoir entraîner avec les datas de ta boîte, etc. Et c'est vrai que celui d'avant, il y avait pas forcément toutes les mêmes niveaux d'open source. Et celui-là, pour le coup, il est vraiment considéré comme un vrai open source. Ça concurrence Mistral, ce truc? Ouais. Enfin, alors après, les Mistral, je crois qu'ils se sont quand même beaucoup focus sur des plus petits modèles. Donc, qui sont des modèles... d'ailleurs, c'est très bien de faire des petits modèles parce que tu peux, pour le coup, les hoster pour beaucoup moins cher et tu peux en faire des applications très précises. Typiquement, tu veux faire un modèle cybersécurité extrêmement bon en cybersécurité, tu vas l'entraîner sur des tâches de cybersécurité. Là, le Gemma 4, c'est un monstre. C'est un gros truc. Donc, je dirais pas forcément concurrent, mais bon, Google, ils ont la force de frappe de Google, quoi. Donc, c'est sûr qu'en termes de pub, on les entend plus. Et c'est quoi? C'est une stratégie à la Android, quoi? C'est ça? C'est de donner le logiciel et de permettre à tout le monde de l'utiliser, comme on a filé Android un petit peu aux fabricants de téléphones, comme l'OS, qui permettait de faire face à des Apple. C'est ça la stratégie de Google? C'est un moi, je pense que, enfin, juste mon avis rapide sur ça, mais je pense que Google aujourd'hui a pas besoin de monétiser ses modèles. Tu vois, Gemini d'ailleurs, c'est embarqué dans des produits type Google Workspace. Tu vois, enfin, tu l'as partout, quoi, dans Gmail, etc. Parce que tu payes déjà pour des produits Google. Et puis on l'a dit, on l'a répété, Google c'est une vache à lait. Ils ont le ad network, etc. qui leur fait cracher énormément d'argent. Là où ils ont une vraie avance, Gemma, parce qu'il faut pas les comparer à OpenAI et Anthropic, il faut les comparer à Microsoft et Amazon. Parce que c'est le cloud war, tu vois, c'est la guerre du cloud. Google Cloud, c'est maintenant, il y a 4-5 ans, tu demandes à n'importe quel ingé, il te dit, je connais pas GCP. Il te dit, moi, je suis AWS. Il y en a très peu qui vont dire... GCP, c'est Google Cloud et AWS, c'est Amazon Web Services. Amazon, ouais. Et il y en a, bien sûr, en France qui vont dire qu'ils sont sur OVH, etc. Mais donc, en fait, si tu regardes vraiment... la concurrence, où est le modèle de Amazon, où est le modèle de Microsoft? Et il est nulle part. Donc, Microsoft vit par OpenAI. Par OpenAI, entre guillemets. Et Amazon, on attend toujours. Ils ont sorti des trucs, mais c'est pas Amazon le splash. Amazon par Anthropic, c'est un des principaux... Oui, bien sûr. Mais on attendrait... on attendrait de leur part d'avoir quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est un play très cloud parce que c'est des modèles qui sont très, très chers à héberger quand tu veux le faire en entreprise. Donc, si tu arrives dans une boîte, tu vas voir JP Morgan, tu leur dis, écoutez, vous utilisez plus vos data, elles vont plus chez Anthropic ou chez OpenAI. Elles vont sur votre Gemma. On va vous aider. Donc, tu leur vends des services, fine-tuning, nanana. Et tu leur vends du cloud. Ah ouais, là, tu leur vends du cloud. Tu les loques pendant 10 ans sur des factures à plusieurs milliards. Donc, c'est génial. Donc, pour moi, il faut pas les comparer forcément avec OpenAI et Anthropic, mais très solide. Fanny, tu confirmes à notre audience que OVH ne nous paye pas, en fait, parce qu'on parle souvent d'OVH, qu'en fait... Non, tu as la chance de m'avoir... Même si je pense qu'OVH devrait racheter Silicon Carnet, comme OpenAI a racheté TBPN, mais OVH ne nous paye pas. En fait, tu le confirmes. En fait. Non, t'as le cloud et alors chez OVH Cloud, pour le coup, t'as les BOPCP, tu sais, c'est des baies que tu peux acheter, louer chez toi, dans ton environnement et installer ce que tu veux dessus, tu vois. Et ça peut être aussi intéressant parce que tu as des évolutions du cloud et c'est une des visions d'Octave d'ailleurs. Donc j'attends de voir. Mais ça, tous ces modèles-là qui commencent à être de moins en moins gourmands mais efficaces et qui permettent ça va donner aussi des choses très intéressantes. Et chez Meta, là aussi, sorti chez Meta cette semaine. C'est pour ça que quand je vous disais qu'il s'est passé plein de trucs cette semaine, l'ami Alexander Wang vient enfin de sortir son truc. On disait que le truc était en retard. Le nom de code, c'était Avocado. Et non, finalement, ils sont pas si en retard que ça, puisqu'ils viennent de le sortir. Alors, le nom, c'est MuseSpark. Et c'est le remplaçant de la Mac 4, si je comprends bien. C'est ce qui vient
remplacer la Mac 4. Sauf que là, c'est Mais pas je dirais open pas source. ça. Là, du coup, là, il y a Ouais, plus voilà. d'open source. Voilà. Là, C'est on est pas dans la le même code famille, fermé ouais, complet, non, quoi. ouais. En fait, quoi. C'est Voilà. c'est remplace, C'est ouais, c'est retournement remplace, de veste jette, total chez Meta. C'est Ouais. jette et remplace. C'est le pas, cousin grognon. continue, quoi. Ouais. C'est le cousin grognon. Non, mais c'est marrant d'ailleurs ce changement de stratégie. Moi, je me suis dit, parce que Yann Lequin est parti. Yann Lequin, c'est un grand défenseur de l'open source. Alexander Wang arrive. On fout à la poubelle Yamaha 4. On sort un nouveau modèle. Il est plus du tout open source. Là, il est complètement fermé. C'est une sorte de doigt d'honneur d'ailleurs à Yann, hein, cette histoire en disant go fuck yourself, qu'en fait, vous l'expliquez comment ce retournement de veste pour repasser sur un code fermé, c'est quoi l'explication stratégique pour Meta? Moi, je peux donner mon avis. Après, en effet, il y a eu moi, j'ai une hypothèse, mais vas-y, je la partagerai la mienne. Déjà, d'un point de vue de ce qui s'est passé l'été dernier, avec donc le départ de Yann Lequin et donc le recrutement de Alexander Wang et de la stratégie Scale AI. Scale AI, c'est une boîte qui accumule de la donnée d'entraînement pour les modèles, grosso modo. Et en fait, ça coûte très cher. Quel est l'intérêt pour une entreprise qui est en plus un peu en perte de vitesse, qui ont dit ils sont pas super bien sur le sujet AI, ils ont claqué énormément d'argent sur le sujet métaverse qui est un flop. Quel est l'intérêt pour eux de faire de l'open source, si ce n'est d'avoir un point de vue de posture, de dire on fait de l'open source. Donc il y a eu des abandons chez Meta sur ça. Ça a fait partir des ingénieurs, des chercheurs qui étaient convaincus que la bonne façon de faire de l'AI, c'est d'abord de l'ouvrir. Et je pense que c'est aussi des sujets économiques. Si tu veux embarquer le meilleur modèle sur tes Meta Glasses ou sur ton WhatsApp ou sur ton Instagram, c'est faire des modèles qui sont très bons pour toi. Et puis après, tu verras faire des modèles pour les autres. Donc pour moi, c'est juste priorité économique avant de faire de l'open source. Et à voir, hein. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que là, rester focuser sur mon corps de métier. Je vais fine-tuner et optimiser mes modèles sur mes propres surfaces. Je vais pas faire du papillonnage et m'éparpiller. Si j'ai des modèles open source, il faut que il faut qu'ils soient à la hauteur sur tout un chacun de possibilités, de cas d'usage, etc. Donc là, pour le coup, ça fait un peu t'es en symétrie, tu vois, c'était de l'autre côté par rapport à ce qu'on disait d'un Sam Altman. Là, il est en train vraiment de montrer, je suis hyper focus, c'est ça le signal que j'envoie vers le marché sur mes surfaces, pour mes produits, mon modèle fine-tuné, clôturé, fermé. Ouais, je pense que vous oubliez de dire aussi qu'avec la maquette, je pense que tous les développeurs sont barrés. Hein, qu'en fait, quoi, c'est-à-dire que c'est bien de filer un modèle open source. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir, quoi, tu vois. Mais pourquoi ils sont barrés, c'est aussi parce qu'en fait, c'est pas leur métier. Tu vois, Meta, c'est pas une boîte. C'était culturellement. Yann Lequin a apporté cette culture de l'open source, qui est pas une culture c'est pas la culture de Meta, quoi. C'est tout, quoi. Ils sont recentrés sur leur culture de base. Une culture super fermée, quoi. Ouais. Ça leur a fait faire des breakthroughs. C'était très bien dans une phase où c'était plutôt une phase de recherche profonde et tout l'écosystème était en recherche. Maintenant que c'est une phase de commercialisation où il faut aller super vite et faire de l'argent, Yamaha 4 et Meta n'avaient pas vraiment de plateforme, tu vois, pour les chercheurs, pour publier, ils avaient des trucs, mais ça a aucune mesure avec ce qui se fait dans les autres écosystèmes. Même OpenAI, tu vois, est beaucoup plus fort à faire des modèles open source, entre guillemets, tu vois, ils ont sorti des modèles comme ça. Donc, c'est pas du tout dans l'intérêt de l'entreprise. Et donc, quand tu viens de claquer 80 milliards à faire du métaverse, à un moment, tu dois prioriser sur des choses qui vont te rapporter un max de blé, quoi. Vous regardez par la fenêtre, chez Carlito il fait jour, mais chez Fanny il fait nuit. Donc il est temps de finir cette émission, parce que Fanny elle a besoin d'aller se coucher. Bon, mais merci à tous les amigos, rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye bye, on suit les aventures incroyables de l'intelligence artificielle depuis San Francisco. Allez, on vous embrasse, bye bye, ciao.